Une adolescente illettrée venue d'un village perdu proclame entendre des voix célestes. Elle convainc un prince désespéré de lui confier une armée. Elle brise un siège militaire que les meilleurs généraux du royaume considéraient comme impossible à lever. Puis, en moins de 2 ans, elle est capturée, jugée, condamnée au bûcher sur une place publique. 5 siècles plus tard, l'Église qui l'a condamnée la déclare sainte. Comment une paysanne sans éducation a-t-elle renversé le cours d'une guerre qui durait depuis 100 ans? Pourquoi les soldats endurcis acceptaient-ils de suivre ses ordres? Qu'est-ce qui terrifiait tant ses ennemis qu'ils préférèrent l'éliminer plutôt que de négocier sa libération? Et surtout, pourquoi son histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui avec une force qui dépasse la simple légende nationale? Avant que Jeanne d'Arc n'apparaisse dans les chroniques, la France n'était pas vraiment la France. Le royaume se déchirait entre factions rivales, familles nobles assoiffées de pouvoir, provinces entières vendues ou échangées comme des marchandises. Le mot même de nation n'avait pas le sens qu'on lui connaît. On appartenait à un seigneur, à une région, à un duc. L'idée d'un pays unifié sous une seule couronne restait une abstraction pour la plupart des gens. Les paysans cultivaient leurs terres, payaient leurs impôts à des collecteurs qu'ils ne connaissaient pas, et mourraient parfois sans avoir jamais su le nom de leur roi. La guerre de 100 ans n'était pas une guerre au sens moderne. C'était une succession de campagnes militaires, de trêves fragiles, de batailles sanglantes suivies de longues périodes de calme relatif. Elle avait commencé en 1337, lorsque le roi d'Angleterre, Édouard III, avait revendiqué le trône de France. Sa prétention s'appuyait sur des liens familiaux complexes, typiques de l'aristocratie médiévale, où les mariages tissaient des réseaux d'alliances et de droits héréditaires à travers toute l'Europe. Pour les nobles anglais, cette guerre représentait une opportunité de conquête et d'enrichissement. Pour les Français, elle était devenue une plaie ouverte, un conflit sans fin qui ravageait les campagnes et vidait les coffres royaux. En 1429, année où Jeanne apparaît sur la scène de l'histoire, la situation du royaume de France était catastrophique. Le roi Charles VII, surnommé avec mépris le roi de Bourges parce qu'il ne contrôlait qu'un territoire réduit autour de cette ville, n'avait même pas été couronné. Son propre père, Charles VI, dit le Fou en raison de ses accès de démence, avait signé le traité de Troyes en 1420. Ce traité déshéritait le dauphin Charles au profit du roi d'Angleterre Henri V, qui devait épouser Catherine de Valois, fille de Charles VI, et hériter ainsi du trône de France. Un royaume abandonné par son propre souverain, livré à l'ennemi par un document légal. L'absurdité de la situation dépassait tout ce que l'époque avait connu. Paris, Reims, Rouen, les grandes cités du nord et de l'est étaient aux mains des Bourguignons, alliés des Anglais. La Bourgogne, théoriquement vassale de la couronne française, s'était retournée contre le dauphin après l'assassinat du duc Jean sans Peur en 1419 lors d'une rencontre sur le pont de Montereau. Cet assassinat, organisé ou du moins toléré par l'entourage de Charles, avait scellé l'alliance entre la Bourgogne et l'Angleterre. Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur, vouait une haine tenace au dauphin. Cette vendetta familiale transformait la carte politique du royaume en un puzzle incohérent, où les loyautés changeaient au gré des intérêts personnels. Les campagnes françaises subissaient des ravages constants. Les compagnies de routiers, mercenaires sans emploi entre deux campagnes, pillaient villages et monastères. Ces bandes armées ne respectaient aucune autorité. Elles vivaient sur le pays, volant nourriture et bétail, commettant des violences, tuant et incendiant. Pour un paysan de Lorraine, de Champagne ou du Berry, la nationalité des soldats importait peu. Anglais, Français, Bourguignons, tous représentaient la même menace. La guerre n'était pas un conflit héroïque entre nations,
mais une catastrophe humanitaire permanente qui transformait des régions entières en désert. Domrémy, le village natal de Jeanne, se trouvait à la frontière de plusieurs zones d'influence. Situé en Lorraine, techniquement territoire du Saint-Empire romain germanique, le village était néanmoins fidèle au dauphin. Cette situation géographique exposait constamment les habitants aux raids. Les cloches sonnaient l'alarme, les paysans fuyaient vers des églises fortifiées ou des châteaux voisins, cachant ce qu'ils pouvaient emporter. Jeanne, elle-même, racontera plus tard avoir dû fuir avec sa famille devant l'avance de troupes ennemies. Cette enfance dans l'insécurité permanente marqua profondément sa vision du monde. Le village comptait environ 50 maisons. Des constructions de pierre et de bois serrées autour d'une église dédiée à Saint Rémy. Les habitants cultivaient le blé, l'avoine, élevaient quelques vaches, des moutons, des porcs. La Meuse coulait à proximité, offrant de l'eau et du poisson. La vie suivait le rythme des saisons, des semailles aux moissons, ponctuées par les fêtes religieuses qui structuraient le calendrier. Domrémy n'avait rien de remarquable. Des dizaines de milliers de villages similaires parsemaient l'Europe. Pourtant, c'est de ce lieu ordinaire qu'allait surgir une figure extraordinaire. Jeanne naquit probablement en 1412, bien que la date exacte reste incertaine. Son père, Jacques d'Arc, était un laboureur relativement aisé, propriétaire de ses terres et respecté dans la communauté. Sa mère, Isabelle Romée, était une femme pieuse, profondément attachée aux pratiques religieuses. Jeanne avait 3 frères et une sœur. Elle apprit les tâches domestiques, la couture, peut-être un peu de filage. Elle ne fréquenta jamais l'école. L'alphabétisation était extrêmement rare dans les campagnes, réservée au clergé et à quelques marchands. Jeanne ne sut jamais lire ni écrire, compétence qu'elle ne jugea d'ailleurs jamais nécessaire. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne commença à entendre des voix. Elle décrivit plus tard ses expériences lors de son procès avec une précision troublante. La première fois, elle se trouvait dans le jardin de son père, par une journée d'été. Une lumière intense apparut du côté de l'église. Elle entendit une voix qui lui disait d'être bonne et pieuse, d'aller à l'église. La peur la saisit. Puis, les apparitions se multiplièrent. Elle identifia Saint Michel, Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche. Ces figures célestes lui donnaient des instructions de plus en plus précises. Aller en France, lever le siège d'Orléans, conduire le dauphin à Reims pour son couronnement. Les voix de Jeanne posent une question que les historiens débattent depuis 6 siècles. Était-elle mystique, schizophrène, manipulée, ou simplement une visionnaire politique utilisant le langage religieux de son époque pour justifier une intuition stratégique? L'explication psychiatrique moderne suggère parfois une forme d'épilepsie temporale ou de troubles psychiques interprétés rétrospectivement comme une possible schizophrénie à début précoce. Mais ces diagnostics rétrospectifs restent spéculatifs. Dans le contexte du XVe siècle, les visions et les révélations divines faisaient partie du paysage mental acceptable. De nombreux saints reconnus par l'Église avaient rapporté des expériences similaires. Ce qui rendait Jeanne différente n'était pas le fait d'entendre des voix, mais le contenu politique et militaire de leurs messages. Pendant 3 ans, Jeanne garda le secret. Elle continuait sa vie de paysanne, accomplissant ses tâches quotidiennes tout en portant ce fardeau extraordinaire. Les voix insistaient. Elles lui répétaient qu'elle devait partir, qu'elle avait une mission à accomplir. Jeanne résistait. Comment une fille sans éducation, sans relation, sans argent, pourrait-elle accéder au dauphin? L'idée paraissait absurde. Pourtant, les voix ne la laissaient pas tranquille. Elle revenait, pressante,
exigeante. Finalement, Jeanne céda. En 1428, elle convainquit un de ses oncles de l'accompagner à Vaucouleurs, ville voisine où résidait Robert de Baudricourt, capitaine de la garnison locale et loyal au dauphin. Elle demanda à rencontrer Baudricourt. Ce dernier la reçut avec scepticisme. Une paysanne, affirmant que Dieu lui ordonnait de sauver la France, ne correspondait pas exactement au profil habituel des visiteurs d'un capitaine militaire. Baudricourt la renvoya chez elle avec des moqueries. Jeanne n'abandonna pas. Elle revint, plusieurs fois. Sa persistance finit par intriguer. Des rumeurs circulaient sur cette fille étrange qui prétendait avoir une mission divine. Quelque chose dans l'attitude de Jeanne impressionnait malgré tout. Peut-être sa conviction absolue. Peut-être le fait qu'elle prédisait avec précision certains événements militaires avant qu'ils ne soient connus à Vaucouleurs. En février 1429, Baudricourt capitula. Il accepta de donner à Jeanne une escorte pour rejoindre Chinon, où résidait le dauphin. C'était une décision extraordinaire. Confier des hommes d'armes à une adolescente illettrée défiant toutes les conventions sociales relevait soit du génie, soit de la folie. Baudricourt ne savait probablement pas lui-même dans quelle catégorie ranger son choix. Le voyage jusqu'à Chinon couvrait environ 600 km à travers un territoire en partie hostile. Jeanne et son escorte chevauchèrent de nuit pour éviter les patrouilles ennemies. Elle portait des vêtements d'homme, pratique inhabituelle mais justifiée par la sécurité. Des habits masculins offraient plus de protection et de mobilité. Cette transgression vestimentaire deviendrait plus tard un des chefs d'accusation lors de son procès. Pour l'instant, elle constituait simplement un choix pragmatique. À Chinon, Jeanne fut introduite dans la grande salle où attendait le dauphin. Une légende tenace raconte que Charles se cacha parmi ses courtisans pour tester Jeanne, qui le reconnut miraculeusement. La vérité est probablement plus prosaïque. Jeanne avait été briefée sur l'apparence du dauphin, et ce dernier ne ressemblait de toute façon à personne d'autre dans la pièce. Mais l'important n'était pas la reconnaissance physique. C'était ce qui se passa ensuite. Jeanne demanda un entretien privé avec Charles. Ce qu'ils se dirent reste inconnu. Aucun témoin n'assista à la conversation. Mais quand Jeanne ressortit, le dauphin avait changé. Il paraissait galvanisé, rempli d'espoir pour la première fois depuis des années. Certains historiens spéculent que Jeanne révéla à Charles un secret qu'il gardait enfoui, peut-être des doutes sur sa légitimité comme héritier. Peut-être lui confirma-t-elle qu'il était bien le fils de Charles VI, malgré les rumeurs qui suggéraient que sa mère Isabeau de Bavière avait eu des amants. Quelle que soit la nature de leur échange, il fut suffisant pour convaincre Charles de prendre Jeanne au sérieux. Pourtant, le dauphin hésitait encore. Envoyer une paysanne à la tête d'une armée représentait un risque politique énorme. Si elle échouait, il deviendrait la risée de l'Europe. Il ordonna donc un examen théologique de Jeanne à Poitiers. Pendant 3 semaines, des docteurs en théologie, des évêques, des universitaires interrogèrent la jeune fille. Ils cherchaient à déterminer si ses visions venaient de Dieu, du diable ou de son imagination. Jeanne répondit avec une simplicité désarmante. Elle ne prétendait pas comprendre la théologie complexe. Elle affirmait simplement que Dieu l'avait envoyée pour sauver la France. Les théologiens ne trouvèrent rien d'hérétique dans ses propos. Ils conclurent prudemment qu'on pouvait lui faire confiance, tout en se réservant le droit de changer d'avis si les événements démentaient ses prédictions. Charles VII décida de tenter le coup. Il fit fabriquer une armure pour Jeanne, lui donna un étendard blanc brodé de fleurs de lys et des noms sacrés. Elle reçut également une épée que, selon la légende, elle demanda à faire chercher dans l'église Sainte-Catherine de Fierbois, où elle se trouvait miraculeusement enterrée derrière l'autel.
Cette épée renforçait l'aura surnaturelle qui commençait à entourer Jeanne. Les soldats, superstitieux comme la plupart des hommes de leur temps, y voyaient un signe divin. En avril 1429, Jeanne rejoignit l'armée qui devait lever le siège d'Orléans. Cette ville revêtait une importance stratégique capitale. Située sur la Loire, elle contrôlait le passage vers le sud du royaume, dernier bastion du Dauphin. Si Orléans tombait, la route vers Bourges s'ouvrirait aux Anglais, et Charles perdrait son ultime refuge. Les Anglais assiégeaient la ville depuis octobre 1428. Ils avaient construit une série de fortifications autour d'Orléans, appelées Bastilles, d'où ils bombardaient les murailles et empêchaient les ravitaillements d'entrer. Les défenseurs d'Orléans résistaient depuis des mois, mais leur situation se détériorait. Les vivres manquaient, le moral fléchissait. Plusieurs tentatives de secours avaient échoué. La plus humiliante fut la bataille des Harengs en février 1429, où une armée française fut défaite alors qu'elle tentait d'intercepter un convoi de ravitaillement anglais transportant du poisson pour le carême. Cette défaite symbolisait l'impuissance militaire française. L'arrivée de Jeanne changea tout. Non pas immédiatement par sa présence physique, mais par l'espoir psychologique qu'elle insufflait. Les soldats voyaient en elle une envoyée divine. Les capitaines professionnels, hommes endurcis comme Jean de Dunois, bâtard d'Orléans, ou Gilles de Rais, futur Barbe-Bleue, acceptèrent de collaborer avec cette novice. Leur pragmatisme militaire reconnaissait que le moral des troupes valait parfois plus que la stratégie pure. Jeanne ne commandait pas techniquement l'armée, elle n'avait aucune formation militaire. Mais elle influençait les décisions. Elle insistait pour attaquer rapidement, refusant les sièges prolongés et les tactiques défensives. Sa doctrine était simple. Dieu était de leur côté, donc ils devaient foncer. Cette approche agressive contredisait la prudence habituelle des généraux français, échaudés par des décennies de défaites. Le 4 mai 1429, Jeanne entra dans Orléans avec un convoi de ravitaillement. La population l'accueillit comme une libératrice. Des foules se pressaient pour la voir, la toucher, obtenir sa bénédiction. L'enthousiasme populaire contrastait avec le scepticisme de certains officiers. Mais même les sceptiques devaient reconnaître l'effet mobilisateur de sa présence. Les combats commencèrent immédiatement. Jeanne participa aux assauts contre les bastilles anglaises. Le 7 mai, lors de l'attaque contre la bastille des Tourelles, elle fut blessée par une flèche qui lui traversa l'épaule. Elle retira elle-même le projectile, refusa d'être évacuée et retourna au combat après avoir fait panser sa plaie. Les soldats virent dans sa bravoure une preuve de sa mission divine. Les Anglais, superstitieux eux aussi, commencèrent à murmurer qu'il combattait une sorcière. Le 8 mai, les Anglais levèrent le siège d'Orléans. Ils abandonnèrent leur position et se replièrent vers le nord. Cette victoire stupéfia tout le monde. Une ville assiégée depuis 7 mois, au bord de la capitulation, venait d'être libérée en 9 jours. La France n'avait pas connu de succès militaire aussi net depuis des décennies. Jeanne avait tenu sa première promesse. Mais elle ne comptait pas s'arrêter là. Son objectif suivant était le couronnement du dauphin à Reims. Selon la tradition capétienne, un roi de France n'était pleinement légitime qu'après son sacre dans la cathédrale de Reims, où Clovis avait été baptisé près de 1000 ans auparavant. Henri VI d'Angleterre, petit-fils de Charles VI, avait été proclamé roi de France à Paris, mais il n'avait jamais été sacré à Reims. Charles VII non plus. Jeanne voulait corriger cela. Le problème était que Reims se trouvait en territoire ennemi, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est, à travers des régions contrôlées par les Bourguignons et les Anglais. L'idée de traverser ces zones hostiles avec une armée semblait suicidaire.
Les conseillers de Charles hésitaient. Jeanne insista. Elle finit par obtenir gain de cause. La campagne de la Loire précéda la marche vers Reims. En juin 1429, les forces françaises remportèrent une série de victoires à Jargeau, Meung-sur-Loire et Beaugency. Ces succès chassèrent les Anglais de la vallée de la Loire. Le 18 juin, à Patay, l'armée française infligea une défaite écrasante aux Anglais. La bataille fut brève et sanglante. Les archers anglais, redoutables depuis Crécy et Azincourt, furent pris par surprise et massacrés avant de pouvoir se déployer. Environ 2000 Anglais moururent contre une centaine de Français. John Talbot, un des meilleurs capitaines anglais, fut capturé. Ces victoires transformèrent la situation stratégique. Pour la première fois depuis des générations, les Français prenaient l'initiative. L'armée qui avait levé le siège d'Orléans devenait une force offensive capable de projeter son pouvoir. Les villes qui avaient rallié les Anglais par opportunisme commençaient à reconsidérer leurs alliances. Le momentum psychologique basculait. En juillet 1429, l'armée royale entama sa marche vers Reims. Elle traversa la Champagne, région normalement contrôlée par les Bourguignons. Mais la plupart des villes ouvrirent leurs portes sans combattre. Troyes résista brièvement, puis capitula après quelques jours de siège. Châlons-en-Champagne se soumit volontairement. Le 16 juillet, l'armée atteignit Reims. Le couronnement eut lieu le 17 juillet 1429 dans la cathédrale Notre-Dame de Reims. Charles VII fut sacré selon le rituel traditionnel. L'archevêque Regnault de Chartres procéda à l'onction avec l'huile de la Sainte-Ampoule, relique conservée à l'abbaye de Saint-Rémy. Les pairs de France assistèrent à la cérémonie ou leurs représentants lorsque les titulaires originaux étaient dans le camp adverse. Jeanne se tenait près du roi, son étendard à la main, visible de tous. Ce moment représentait le sommet de sa carrière. Une paysanne de 17 ans avait accompli en 3 mois ce que les meilleurs généraux et politiciens du royaume avaient échoué à réaliser en une décennie. Elle avait brisé un siège, reconquis des territoires et conduit son roi au sacre. Sa mission, telle qu'elle la comprenait, était accomplie. Les voix lui avaient dit de lever le siège d'Orléans et de mener le dauphin à Reims. C'était fait. Mais Jeanne voulait continuer. Paris, la capitale, restait aux mains des Anglo-Bourguignons. Elle pressa Charles de marcher sur Paris immédiatement, pendant que l'élan de la victoire portait encore l'armée. Charles hésitait. Ses conseillers, notamment Georges de la Trémoille, favorisaient des négociations diplomatiques plutôt qu'une offensive militaire hasardeuse. Une trêve fut signée avec Philippe le Bon de Bourgogne, trêve que tout le monde savait fragile et temporaire. Jeanne ne comprenait pas ces calculs politiques. Pour elle, la situation était simple. Dieu voulait que les Anglais soient chassés de France, donc il fallait les chasser. Les subtilités diplomatiques, les compromis, les alliances temporaires, tout cela lui échappait. Elle était une mystique, pas une politicienne. Cette incompréhension allait contribuer à sa chute. En août et septembre 1429, plusieurs opérations militaires furent menées autour de Paris. Jeanne participa à l'attaque de la porte Saint-Honoré le 8 septembre. Elle fut à nouveau blessée, cette fois par un carreau d'arbalète dans la cuisse. L'assaut échoua. Les défenseurs parisiens, loyaux au duc de Bourgogne, résistèrent efficacement. Charles ordonna le retrait. Jeanne, furieuse, dut obéir. L'échec devant Paris marqua un tournant. L'aura d'invincibilité de Jeanne se fissurait. Elle n'était pas infaillible. Les voix ne garantissaient pas la victoire à chaque bataille. Les soldats commencèrent à douter. Les conseillers du roi, qui n'avaient jamais vraiment accepté l'influence de cette paysanne, se sentirent confortés dans leur scepticisme. L'hiver 1429-1430 fut une période d'inactivité relative. Les armées médiévales ne campaient généralement pas pendant la saison froide.
Le ravitaillement devenait trop difficile, les maladies se multipliaient, les routes bougeuses ralentissaient les mouvements. Jeanne demeura à la cour, de plus en plus isolée. Charles lui accorda un titre de noblesse, anoblissant sa famille entière. Elle devint Jeanne d'Ulysse. Mais cette reconnaissance honorifique ne compensait pas sa marginalisation politique croissante. Au printemps 1430, des combats reprirent. Jeanne participa à quelques escarmouches, mais elle n'avait plus le commandement effectif qu'elle avait exercé l'année précédente. Le 23 mai, elle se trouvait à Compiègne, ville assiégée par les forces bourguignonnes. Elle tenta une sortie pour harceler les assiégeants. L'opération tourna mal. Les défenseurs refermèrent les portes de la ville trop tôt, coupant la retraite à Jeanne et à ses compagnons. Encerclée, elle fut désarçonnée et capturée par des soldats bourguignons. Sa capture changea tout. Les Bourguignons savaient qu'ils tenaient une prisonnière exceptionnelle. Ils contactèrent immédiatement les Anglais, qui offrirent une somme considérable pour obtenir Jeanne. 10 000 livres tournois, prix exorbitant équivalent à la rançon d'un prince. Les Anglais voulaient Jeanne pour la juger, la discréditer et détruire l'aura mystique qui entourait les victoires françaises. Charles VII ne fit rien pour la sauver. Aucune tentative de négociation, aucune opération militaire pour la libérer, aucune offre de rançon. Ce silence reste une des grandes énigmes historiques. Pourquoi abandonner celle qui lui avait rendu son trône ? Plusieurs explications sont possibles. Peut-être Charles était-il soulagé de se débarrasser d'une figure devenue encombrante. Peut-être ses conseillers le persuadèrent-ils qu'une mystique vaincue et capturée ne valait plus rien politiquement. Peut-être estimait-il simplement que le coût de sa libération dépassait les bénéfices. Quelle que soit la raison, Jeanne fut abandonnée. Les Bourguignons la vendirent aux Anglais en novembre 1430. Elle fut transférée à Rouen, capitale de l'occupation anglaise en Normandie. Les Anglais préparaient un procès. Mais pas un procès militaire pour une prisonnière de guerre, un procès religieux pour hérésie. En la faisant condamner par l'Église, ils espéraient démontrer que ses victoires n'étaient pas divines mais diaboliques, et par extension que Charles VII devait son trône à une sorcière. L'évêque Pierre Cochon présida le procès. Cochon était un partisan convaincu des Anglais et des Bourguignons. Docteur en théologie de l'Université de Paris, il avait toutes les qualifications pour diriger un tribunal ecclésiastique. Mais son impartialité était inexistante. Il voulait une condamnation. Le procès ne fut qu'une formalité pour donner une apparence de légalité à une décision déjà prise. Le procès commença en janvier 1431. Jeanne fut interrogée pendant des mois. Les sessions se déroulaient en latin, langue qu'elle ne comprenait pas. Les questions étaient pièges, formulées pour la faire se contredire ou avouer des pratiques hérétiques. Jeanne répondait avec une intelligence surprenante. Elle esquivait les pièges, refusait de répondre aux questions ambiguës, défendait la légitimité de ses visions avec une cohérence remarquable. Un des points centraux du procès concernait ses vêtements masculins. L'Église considérait le travestissement comme un péché grave, une violation de l'ordre divin qui assignait des rôles distincts aux hommes et aux femmes. Jeanne expliquait que porter des habits d'homme était une nécessité pratique, pour se protéger pendant les campagnes militaires et pour préserver sa chasteté en vivant parmi les soldats. Ses juges rejetaient ces arguments. Pour eux, aucune nécessité pratique ne justifiait la transgression de l'ordre naturel. Les voix constituaient l'autre accusation majeure. Jeanne affirmait recevoir des messages de saints. Mais comment prouver que ces voix venaient de Dieu et non du diable ? L'Église médiévale avait développé des critères pour distinguer les révélations authentiques des illusions démoniaques. Les vraies visions conduisaient à l'humilité, à l'obéissance à l'Église, au respect de la hiérarchie ecclésiastique. Les fausses visions engendraient l'orgueil, la rébellion,
le mépris de l'autorité. En refusant de soumettre ses visions au jugement de l'Église, en prétendant que Dieu lui parlait directement sans médiation cléricale, Jeanne se plaçait en dehors de la structure religieuse acceptable. Le procès révélait aussi les tensions théologiques de l'époque. L'Église catholique sortait à peine du grand schisme qui l'avait divisé entre plusieurs papes rivaux. Le concile de Constance, terminé en 1418, avait rétabli l'unité, mais les débats sur l'autorité ecclésiastique restaient vifs. La question était: qui détenait l'autorité religieuse suprême? Le pape? Les conciles? Les évêques? Les docteurs en théologie? Et quelle place restait-il pour l'expérience mystique individuelle? Jeanne incarnait cette tension. Elle ne contestait pas l'Église en tant qu'institution, mais elle affirmait avoir un accès direct à la volonté divine qui court-circuitait la hiérarchie. Les juges lui demandèrent à plusieurs reprises si elle se soumettrait au jugement de l'Église. Jeanne répondait qu'elle se soumettait à l'Église triomphante, c'est-à-dire Dieu et les saints. Mais l'Église militante, l'institution terrestre incarnée par les évêques et le pape, elle se réservait le droit de la juger selon sa conscience. Cette distinction théologique subtile était en réalité une bombe. Elle suggérait qu'une simple paysanne pouvait faire appel à Dieu contre les décisions des autorités ecclésiastiques. C'était inacceptable. En mai 1431, après des mois d'interrogatoire, Jeanne fut déclarée hérétique relapse. Le terme relapse était crucial. Un hérétique repenti pouvait être pardonné, condamné à une pénitence, emprisonné. Mais un hérétique relapse, quelqu'un qui revenait à ses erreurs après les avoir abjurées, ne méritait aucune clémence. Il devait être livré au bras séculier, expression euphémique signifiant être exécuté par le feu. Jeanne avait effectivement abjuré, brièvement. Lors d'une cérémonie au cimetière Saint-Ouen à Rouen, terrifiée par la menace du bûcher, elle avait signé un document où elle reconnaissait ses erreurs et promettait de s'amender. En échange, sa sentence était commuée en prison à vie. Mais quelques jours plus tard, on la retrouva à nouveau vêtue d'habits masculins. Elle expliqua que ses geôliers lui avaient retiré ses vêtements de femme, la forçant à reprendre des habits d'homme. Ou peut-être avait-elle simplement changé d'avis, refusant de passer sa vie en prison pour avoir obéi à des juges qu'elle considérait comme injustes. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle avait environ 19 ans. On l'attacha à un poteau au sommet d'un bûcher particulièrement haut, construit ainsi pour que les flammes la consument lentement. Un moine dominicain, Martin l'Advenu, l'accompagna jusqu'au bout. Elle demanda une croix. Un soldat anglais lui en confectionna une rudimentaire avec 2 bouts de bois. Le bourreau alluma le feu. Les témoins rapportèrent qu'elle cria le nom de Jésus plusieurs fois avant de succomber. Certains affirmèrent avoir vu son cœur intact dans les cendres après la combustion, signe miraculeux de sa sainteté. Plus probablement, la forte chaleur avait simplement carbonisé l'organe sans le désintégrer complètement. Les autorités ordonnèrent de brûler à nouveau les restes et de jeter les cendres dans la Seine pour éviter qu'ils ne deviennent des reliques. La mort de Jeanne n'eut pas l'effet escompté par les Anglais. Ils espéraient que son exécution briserait le moral français et discréditerait Charles VII. Ce fut le contraire. Jeanne morte devint plus puissante que Jeanne vivante. Elle se transforma en martyr, en symbole de résistance, en preuve de la cruauté anglaise. Sa condamnation par un tribunal ecclésiastique sous contrôle anglais
renforça l'idée que l'occupation était non seulement politique, mais aussi spirituelle, une profanation du royaume sacré de France. Charles VII continua la guerre. Sans Jeanne, certes, mais avec une légitimité renforcée par son sacre. En 1435, il signa le traité d'Arras avec Philippe le Bon de Bourgogne, brisant l'alliance anglo-bourguignonne. Ce rapprochement diplomatique fut décisif. Privés de leur principal allié continental, les Anglais perdirent progressivement leur position en France. Paris fut reprise en 1436, la Normandie tomba en 1450, la Guyenne suivit en 1453. En 1453, la guerre de Cent Ans se termina par une victoire française quasi complète. Les Anglais ne conservèrent que Calais. 20 ans après la mort de Jeanne, Charles VII ordonna une révision de son procès. Ce n'était pas seulement de la piété, c'était politique. Si Jeanne était une hérétique, alors le roi qu'elle avait fait couronner devait son trône à une envoyée du diable. Charles avait besoin que Jeanne soit réhabilitée pour légitimer pleinement son règne. Le procès en nullité commença en 1455. Des témoins furent interrogés. Les habitants de Domrémy racontèrent l'enfance de Jeanne, sa piété, sa normalité. Les soldats qui avaient combattu à ses côtés témoignèrent de son courage et de sa foi. Les procédures du premier procès furent examinées et critiquées. On démontra que le tribunal de Rouen avait violé de nombreuses règles canoniques. Absence d'avocat pour Jeanne, intimidation des témoins, questions pièges, pression politique. En 1456, le tribunal d'annulation déclara le procès de 1431 nul et invalide. Jeanne fut officiellement réhabilitée. Elle n'était plus une hérétique. Elle redevenait une bonne catholique, morte injustement. Cette réhabilitation ouvrit la voie à sa sanctification, mais celle-ci prit encore plusieurs siècles. L'Église catholique est prudente avec les canonisations. Elle exige des preuves rigoureuses de sainteté, des miracles attestés, un culte populaire durable. Jeanne remplissait ces critères, mais son cas restait compliqué. Une femme qui portait des armes, qui commandait des hommes, qui défendait l'idée qu'elle pouvait recevoir des révélations divines directes, sans médiation cléricale, tout cela heurtait les conceptions traditionnelles. Pendant des siècles, Jeanne resta une figure ambiguë. Les catholiques la vénéraient comme martyre. Les protestants la récupéraient parfois comme symbole de résistance à la corruption de l'Église. Les nationalistes français en faisaient une héroïne patriotique. Les républicains la célébraient comme fille du peuple ayant défié l'aristocratie. Les monarchistes y voyaient la preuve de la légitimité divine de la royauté. Chaque camp projetait ses propres valeurs sur Jeanne. Au XIXe siècle, le culte de Jeanne connut un renouveau spectaculaire. La France, humiliée par la défaite de 1870 face à la Prusse et la perte de l'Alsace-Lorraine, se tourna vers son passé pour trouver des figures mobilisatrices. Jeanne, la paysanne lorraine qui avait sauvé la France, incarnait parfaitement ce besoin. Des statues furent érigées dans tout le pays. Des pièces de théâtre, des opéras, des poèmes lui furent consacrés. Michelet, grand historien romantique, lui dédia des pages enflammées dans son Histoire de France. L'Église catholique, après avoir hésité pendant 4 siècles, lança officiellement le processus de canonisation en 1894. Jeanne fut béatifiée en 1909 par le pape Pie X. Elle fut canonisée le 16 mai 1920 par Benoît XV. Sainte Jeanne d'Arc, l'hérétique brûlée en 1431, devenait officiellement une sainte de l'Église catholique presque 5 siècles plus tard. L'ironie de cette trajectoire n'échappait à personne. La canonisation posait des questions théologiques intéressantes. Comment l'Église pouvait-elle déclarer sainte une femme qu'elle avait condamnée à mort ? La réponse officielle était que le tribunal de Rouen n'avait jamais représenté la vraie Église, qu'il avait été corrompu par des intérêts politiques
que ses membres avaient trahi leur mission. Cette explication était commode mais insuffisante. Elle éludait la question plus profonde: comment distinguer les vrais tribunaux ecclésiastiques des faux? Qu'est-ce qui garantissait que les jugements actuels de l'Église ne seraient pas à leur tour condamnés par les générations futures? La Seconde Guerre mondiale donna à Jeanne une nouvelle actualité. Pendant l'occupation, la résistance française invoquait son exemple pour légitimer la lutte contre l'envahisseur. Mais le régime de Vichy, collaborateur des Allemands, récupérait aussi son image, présentant Pétain comme un nouveau sauveur de la France. Jeanne était suffisamment polysémique pour être instrumentalisée par des camps opposés. Cette plasticité symbolique témoignait de la richesse de sa figure, mais aussi de son ambiguïté. Après la guerre, l'historiographie sur Jeanne se professionnalisa. Les historiens abandonnèrent progressivement les lectures hagiographiques ou nationalistes pour des approches plus critiques. Régine Pernoud consacra sa carrière à étudier Jeanne, publiant des éditions critiques des procès et des biographies rigoureuses. Des médiévistes comme Philippe Contamine ou Colette Beaune analysèrent le contexte politique, militaire et culturel de l'époque pour mieux comprendre comment une paysanne avait pu jouer un rôle aussi déterminant. Les historiens s'intéressèrent aux structures mentales du XVe siècle. Comment une société profondément hiérarchique et patriarcale avait-elle accepté qu'une femme prenne les armes? La réponse résidait probablement dans le désespoir. En 1429, la situation était si catastrophique que toutes les règles habituelles volaient en éclats. Quand les élites traditionnelles échouent, quand les généraux perdent, quand les politiciens trahissent, les sociétés deviennent prêtes à tenter l'impossible. Jeanne représentait cet impossible. Sa condition de femme était centrale. Les théologiens médiévaux débattaient depuis des siècles sur la nature féminine. Les femmes étaient considérées comme moralement faibles, intellectuellement inférieures, physiquement inadaptées au combat. Pourtant, la Bible et les légendes chrétiennes contenaient des exemples de femmes guerrières ou prophétesses. Déborah, Judith, les saintes vierges martyrs. Jeanne s'inscrivait dans cette tradition. Elle n'était pas n'importe quelle femme. Elle était une vierge consacrée, un instrument de Dieu qui transcendait les catégories ordinaires de genre. Sa virginité fut vérifiée médicalement à plusieurs reprises. À Poitiers, avant qu'elle ne rejoigne l'armée, des matrones l'examinèrent pour confirmer qu'elle était bien vierge. Cette vérification peut sembler aujourd'hui invasive et dégradante. Mais dans le contexte médiéval, la virginité de Jeanne était essentielle à sa légitimité. Une femme sexuellement active n'aurait jamais pu commander des soldats sans déclencher des scandales. Une vierge, en revanche, appartenait à une catégorie à part. Elle n'était ni vraiment femme, ni vraiment homme, mais un être spirituel dédié à Dieu. Les habits masculins s'expliquaient aussi dans ce cadre. En portant des vêtements d'homme, Jeanne signalait qu'elle renonçait au rôle féminin traditionnel. Elle ne serait pas épouse ni mère. Elle ne filerait pas la laine ni ne cuisinerait. Elle appartenait à Dieu, et cette consécration l'autorisait à transgresser les normes sociales ordinaires. Bien sûr, cette transgression restait dangereuse. Elle fascinait autant qu'elle choquait. Et finalement, elle contribua à sa condamnation. Les voix de Jeanne continuent d'intriguer. Les psychiatres modernes ont proposé diverses hypothèses. Épilepsie du lobe temporal, capable de provoquer des hallucinations auditives et visuelles. Schizophrénie à début précoce, avec des hallucinations commandement typiques de cette pathologie. Tuberculose bovine, transmise par du lait contaminé, pouvant causer des symptômes neurologiques. Ou simplement,
une personnalité mystique intense dans un contexte culturel où les visions étaient socialement acceptables. Toutes ces explications restent spéculatives. On ne peut pas diagnostiquer rétrospectivement quelqu'un mort il y a 6 siècles sur la base de témoignages écrits. Et même si Jeanne souffrait d'une pathologie mentale, cela n'invalide pas nécessairement son impact historique. De nombreux leaders charismatiques présentent des traits psychologiques atypiques. La question pertinente n'est pas de savoir si Jeanne était malade, mais de comprendre comment elle a su mobiliser son époque. Sa stratégie militaire, telle qu'on peut la reconstituer, privilégiait l'agressivité et la rapidité. Elle refusait les sièges prolongés. Elle voulait attaquer, prendre l'initiative, frapper vite. Cette approche correspondait mal aux doctrines militaires françaises de l'époque, qui, après des décennies de défaites, avaient adopté une prudence excessive. Jeanne brisait cette prudence. Elle redonnait aux Français la confiance nécessaire pour prendre des risques. Son rôle n'était probablement pas celui d'un tacticien élaborant des plans de bataille complexes. Elle ne connaissait rien aux formations de combat, aux manœuvres d'enveloppement, à la logistique. Mais elle excellait à mobiliser les troupes, à insuffler du courage, à créer une cohésion. Les soldats se battaient mieux quand elle était présente. Ils croyaient que Dieu les protégeait. Cette croyance devenait autoréalisatrice. Des hommes convaincus de leur victoire combattent avec plus de détermination, prennent plus de risques et effectivement gagnent plus souvent. Les capitaines professionnels, comme Dunois ou Laïr, comprenaient cela. Ils utilisaient Jeanne comme outil psychologique tout en conservant le contrôle technique des opérations. Cette collaboration fonctionnait tant que les victoires se succédaient. Mais après l'échec devant Paris, la dynamique se brisa. Jeanne perdait son aura d'invincibilité. Les soldats doutaient. Les capitaines reprenaient leurs habitudes prudentes. Et Jeanne, incapable d'accepter cette nouvelle réalité, multipliait les initiatives téméraires qui menèrent finalement à sa capture. Son procès reste un document exceptionnel. Les greffiers transcrivirent fidèlement les interrogatoires. Ces minutes nous donnent accès à la voix de Jeanne, ou du moins à ce que les scribes comprirent de ses réponses. On y découvre une personnalité complexe. Jeanne était têtue, convaincue de sa mission, mais aussi capable d'humour et de repartie. Quand ses juges lui demandaient si elle était en état de grâce, question piège car répondre oui serait présomptueux et répondre non serait admettre un péché, elle répondait « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Réponse brillante qui évitait le piège. Elle montra également une compréhension intuitive de la politique. Quand on lui demanda si elle haïssait les Bourguignons, elle répondit qu'elle les aimait s'ils étaient fidèles à la France, mais qu'elle les combattrait s'ils restaient ennemis. Cette nuance révélait une vision politique plus sophistiquée qu'on ne l'attend d'une simple mystique. Jeanne comprenait que les alliances changeaient, que les ennemis d'aujourd'hui pouvaient devenir les alliés de demain. Elle n'était pas naïve. Sa piété, en revanche, était absolue. Elle assistait à la messe quotidiennement quand c'était possible. Elle se confessait régulièrement. Elle priait longuement. Cette dévotion n'avait rien de fin. Jeanne croyait sincèrement que Dieu l'avait choisie pour sauver la France. Cette conviction lui donnait une force extraordinaire. Mais elle la rendait aussi inflexible. Elle ne pouvait pas négocier, compromettre, accepter les demi-mesures. Dieu voulait que les Anglais partent. Point. Cette rigidité, admirable moralement, était catastrophique politiquement. Après sa mort, le mythe de Jeanne commença immédiatement à se construire. Les ballades populaires racontaient son histoire. Les chroniqueurs la décrivaient tantôt comme sainte, tantôt comme sorcière selon leur camp. Les théologiens débattaient de la nature de ses visions. Mais contrairement à beaucoup de figures médiévales qui s'estompent avec le temps,
Jeanne resta présente dans la mémoire collective française. Chaque époque réinventa Jeanne selon ses besoins. Le XVIe siècle, déchiré par les guerres de religion, en fit une championne du catholicisme ou au contraire une proto-protestante contestant l'autorité cléricale. Le XVIIe siècle absolutiste la présenta comme la servante loyale de la monarchie légitime. Le XVIIIe siècle des Lumières la railla parfois, Voltaire écrivant une pucelle d'Orléans sarcastique, tandis que d'autres philosophes admiraient son esprit d'indépendance. La Révolution française hésita à la récupérer, car elle était trop associée à la royauté. Mais Napoléon la réhabilita comme symbole de la nation française éternelle, transcendant les régimes. Le XIXe siècle fut l'âge d'or du culte joannique. Michelet en fit l'incarnation du peuple français opprimé, se levant contre l'injustice. Les artistes la représentèrent dans d'innombrables tableaux, sculptures, illustrations. François Rude sculpta sa célèbre statue équestre. Jean-Auguste Dominique Ingres la peignit en armure lors du Sacre. Ces représentations établirent l'iconographie classique. Jeune fille en armure, cheveux courts, étendard à la main, regard déterminé levé vers le ciel. La Troisième République, laïque et anticléricale, entretint des rapports ambigus avec Jeanne. D'un côté, son patriotisme la rendait utile pour forger l'identité nationale. De l'autre, son catholicisme fervent gênait le projet républicain de sécularisation. La solution fut de séparer Jeanne la patriote de Jeanne la mystique. On célébrait la première tout en minimisant la seconde. Les manuels scolaires racontaient ses exploits militaires, mais passaient rapidement sur ses visions. La droite catholique et nationaliste, en revanche, embrassait pleinement les deux aspects de Jeanne. Pour Charles Maurras et l'Action française, Jeanne incarnait l'alliance du trône et de l'autel, la France catholique et monarchique dans toute sa gloire. Cette récupération politique atteignit son paroxysme sous Vichy, quand le régime fit de Jeanne un symbole central de sa propagande. L'ironie était que Jeanne, qui avait combattu l'occupation étrangère, servait maintenant à légitimer la collaboration avec l'occupant. La libération nécessita une désintoxication du symbole joannique. Les gaullistes la réclamèrent comme incarnation de la résistance à l'envahisseur. De Gaulle lui-même, stratège de la France libre, se comparait implicitement à Jeanne dans sa rhétorique. Tous deux avaient refusé la défaite quand tout semblait perdu. Tous deux avaient rallié les Français autour d'une vision de grandeur nationale. Le parallèle fonctionnait, même s'il omettait quelques différences substantielles. Les féministes du XXe siècle découvrirent en Jeanne une ancêtre inattendue. Une femme qui avait commandé des armées au XVe siècle, qui avait défié l'autorité masculine, qui avait refusé le mariage et la maternité pour poursuivre sa vocation. Certes, Jeanne n'était pas féministe au sens moderne. Elle ne contestait pas la hiérarchie de genre en tant que telle. Mais son exemple démontrait qu'une femme pouvait accomplir ce que la société réservait aux hommes. Cette démonstration restait inspirante. L'Église catholique contemporaine présente Jeanne comme modèle de sainteté laïque. Elle n'était ni religieuse ni ermite. Elle vécut dans le monde, participa à la politique et à la guerre, tout en restant fidèle à sa foi. Cette combinaison d'engagement temporel et de piété spirituelle correspond à l'idéal catholique post-Vatican II d'une sainteté incarnée dans le monde plutôt que retirée de lui. Les historiens continuent de débattre sur Jeanne. Certains insistent sur le contexte politique et militaire, montrant comment des forces structurelles rendaient possible l'émergence d'une figure comme elle. D'autres se concentrent sur sa personnalité unique, arguant qu'aucun déterminisme historique n'explique pleinement son apparition. Les deux approches ont leur mérite. Jeanne fut à la fois produit de son époque et individu exceptionnel, transcendant les catégories habituelles. Une question demeure. Pourquoi Jeanne,
plutôt qu'une autre. Des milliers de jeunes filles entendaient des voix au Moyen Âge. Beaucoup affirmaient avoir des visions. Certaines devenaient mystiques reconnues. D'autres finissaient sur le bûcher comme hérétiques. Pourquoi Jeanne réussit-elle là où d'autres échouèrent? La réponse combine timing, personnalité, chance et contexte. Le timing était parfait. Si Jeanne était apparue 10 ans plus tôt, avant le traité de Troyes et la crise dynastique, personne ne l'aurait écoutée. 10 ans plus tard, après une hypothétique victoire anglaise, il aurait été trop tard. Mais en 1429, la situation était suffisamment désespérée pour qu'on tente l'impensable, tout en restant suffisamment ouverte pour qu'une intervention puisse changer la donne. Cette fenêtre temporelle étroite fut cruciale. Sa personnalité combinait des traits apparemment contradictoires. Humilité et confiance en soi, piété et pragmatisme, douceur et détermination. Ces combinaisons la rendaient crédible à différents publics. Les soldats voyaient sa bravoure, les théologiens appréciaient sa piété, les politiciens utilisaient son charisme. Chacun trouvait en elle ce qu'il cherchait. La chance joua aussi. Elle aurait pu être tuée lors de n'importe quelle bataille. Sa blessure à Orléans aurait pu s'infecter et la tuer. Elle aurait pu être capturée plus tôt avant d'accomplir ses principaux objectifs. Le fait qu'elle ait survécu assez longtemps pour libérer Orléans et sacrer Charles relève partiellement du hasard. L'histoire est pleine de talents gaspillés par une mort prématurée. Jeanne eut la chance de vivre juste assez longtemps. Le contexte culturel médiéval fut essentiel. Une société laïque et rationaliste n'aurait jamais accepté une adolescente affirmant entendre des voix. Mais au XVe siècle, le surnaturel faisait partie de la réalité quotidienne. Les miracles arrivaient. Les saints intervenaient. Dieu se manifestait. Dans ce cadre mental, Jeanne était possible. Elle parlait le langage de son époque de manière si convaincante que même ses ennemis durent prendre ses affirmations au sérieux. Son impact militaire réel reste difficile à évaluer avec précision. Les historiens militaires débattent de sa contribution effective aux victoires françaises. Certains arguent qu'Orléans aurait été libéré de toute façon, que les Anglais surestimaient leurs forces, que le siège était déjà fragile avant l'arrivée de Jeanne. D'autres soutiennent que sans son intervention, la ville serait tombée, et avec elle tout le royaume. La vérité se situe probablement entre ces extrêmes. Jeanne ne créa pas la possibilité de victoire ex nihilo. Les ressources militaires françaises existaient. Mais elle catalysa leur utilisation efficace. Elle transforma le potentiel en acte. Son rôle fut celui d'un révélateur chimique qui fait apparaître une image latente. L'image était déjà là, mais sans le révélateur, elle serait restée invisible. La guerre de Cent Ans continua 22 ans après sa mort. Ces 2 décennies virent une reconquête méthodique des territoires occupés. Charles VII, devenu un roi compétent, réforma son administration, modernisa son armée, négocia habilement avec les Bourguignons. La victoire finale française fut le résultat de facteurs multiples. Déclin démographique anglais, problèmes dynastiques à Londres, supériorité numérique française, évolution de la technologie militaire avec l'artillerie. Jeanne ne causa pas directement ces facteurs, mais elle brisa l'inertie psychologique qui empêchait les Français d'en tirer parti. Sa légende dépasse largement les frontières françaises. Elle fascine universellement parce qu'elle incarne des archétypes puissants. L'adolescent qui défie les adultes corrompus. Le faible qui triomphe du fort. La pureté qui résiste à la corruption. Le sacrifice pour une cause supérieure. Ces thèmes résonnent à travers les cultures et les époques. Des artistes du monde entier se sont emparés de son histoire. Mark Twain,
auteur américain surtout connu pour ses romans humoristiques, écrivit une biographie admirative de Jeanne qu'il considérait comme son meilleur livre. Georges Bernard Shaw composa une pièce, Saint-Johann, où il présentait Jeanne comme proto-nationaliste et proto-protestante, précurseur du monde moderne. Karl Dreyer réalisa La Passion de Jeanne d'Arc, chef-d'œuvre du cinéma muet où le visage de l'actrice Renée Falconetti capturait l'intensité émotionnelle du procès. Ces œuvres témoignent que Jeanne transcende le simple cadre historique français. Les controverses historiographiques sur Jeanne reflètent des débats méthodologiques plus larges. Peut-on faire de l'histoire sans tomber dans l'hagiographie ou le cynisme ? Comment équilibrer empathie et distance critique ? Les historiens qui aiment Jeanne risquent de la romancer. Ceux qui la détestent risquent de la réduire à un symptôme pathologique ou un outil politique. La vraie difficulté est de maintenir simultanément que Jeanne fut extraordinaire et qu'elle reste explicable dans son contexte. Les sources primaires sur Jeanne sont abondantes, mais biaisées. Les procès-verbaux de son procès nous donnent sa voix filtrée à travers des greffiers hostiles. Les chroniques contemporaines l'encensent ou la diabolisent selon l'allégeance de leur auteur. Les témoignages du procès en nullité, recueillis 20 ans après les faits, sont embellis par la nostalgie et le désir de réhabilitation. Aucune source n'est neutre. L'historien doit naviguer entre ces biais pour approcher une vérité partielle et provisoire. Les analyses psychologiques modernes de Jeanne butent sur l'impossibilité d'un examen direct. On projette sur elle nos catégories diagnostiques contemporaines sans pouvoir vérifier leur validité. Si Jeanne souffrait d'épilepsie temporale, elle aurait probablement présenté d'autres symptômes. Troubles de la mémoire, comportements automatiques, altération de conscience. Rien de tel n'apparaît dans les sources. Si elle était schizophrène, sa cohérence intellectuelle et sa capacité d'adaptation aux situations complexes seraient difficiles à expliquer. Les diagnostics rétrospectifs satisfont notre besoin de rationaliser l'extraordinaire, mais ils demeurent spéculatifs. Une interprétation alternative voit Jeanne comme mystique authentique dans le cadre de la spiritualité chrétienne. Des figures comme Thérèse d'Avila, Jean de la Croix ou Julienne de Norwich décrivirent des expériences mystiques intenses sans être considérées comme pathologiques. La différence est que ces mystiques restèrent dans des contextes religieux conventionnels, alors que Jeanne intervint dans la sphère politique et militaire. Cette transgression des frontières entre sacré et profane dérange notre tendance à compartimenter. L'énigme de l'abandon de Jeanne par Charles VII intrigue toujours. Plusieurs hypothèses coexistent. Peut-être le roi était-il soulagé de se débarrasser d'une figure devenue encombrante, qui limitait sa marge de manœuvre politique. Peut-être ses conseillers, jaloux de l'influence de Jeanne, le persuadèrent-ils de l'abandonner. Peut-être estimait-il simplement que les coûts politiques et financiers de sa libération dépassaient les bénéfices. Ou peut-être était-il paralysé par l'indécision, trait de caractère qu'on lui connaissait. Quelle que soit la raison, ce silence demeure une tache sur sa réputation. La captivité de Jeanne dura environ 1 an. Elle fut détenue dans plusieurs forteresses bourguignonnes avant d'être vendue aux Anglais. Pendant cette période, elle tenta de s'échapper au moins une fois, se jetant d'une tour dans les douves. Elle survécut miraculeusement à cette chute de plusieurs dizaines de mètres. Cet épisode montre qu'elle n'acceptait pas passivement son sort. Elle cherchait activement à retrouver sa liberté pour reprendre sa mission. Ses conditions de détention à Rouen furent dures. Elle était enchaînée dans une cellule gardée par des soldats anglais. Ses gardes la harcelaient, tentaient de l'agresser sexuellement. Elle dormait dans ses habits d'homme par protection, les attachant étroitement pour décourager les assauts. Cette situation précaire justifiait à ses yeux le maintien de vêtements masculins, même après son abjuration.
Quand ses geôliers lui retirèrent ses vêtements protecteurs, elle fut forcée de reprendre des habits d'homme, fournissant ainsi le prétexte à son accusation de rechute. Le procès de Rouen viola de nombreux principes du droit canon. Normalement, une accusée devait avoir un avocat. Jeanne n'en eut pas. Les sessions devaient être publiques. Les siennes furent souvent tenues en privé. Les témoins à décharge devaient pouvoir témoigner. Aucun ne fut entendu. L'évêque Cochon contrôlait étroitement les procédures pour garantir le résultat voulu. Plusieurs membres du tribunal exprimèrent des réserves privées, mais n'osèrent pas s'opposer publiquement par peur des représailles anglaises. Un des aspects les plus troublants du procès fut l'utilisation de la torture psychologique. Les juges menaçaient constamment Jeanne du bûcher. Ils l'emmenèrent une fois dans la chambre de torture pour lui montrer les instruments, espérant la terrifier jusqu'à l'aveu. Jeanne tint bon. Elle refusa de renier ses visions, même sous la menace de tortures atroces. Cette résistance impressionna même certains de ses juges. Quelques-uns admiraient secrètement son courage tout en la condamnant. Le jour de son exécution, Jeanne entendit une messe finale. Elle reçut la communion, sacrement normalement refusé aux hérétiques. Cet acte suggère que même ses bourreaux reconnaissaient une certaine ambiguïté dans sa condamnation. Elle fut ensuite menée à la place du Vieux Marché. Une foule immense s'était rassemblée. Certains venaient par curiosité, d'autres par cruauté. Quelques-uns pour témoigner leur sympathie silencieuse. Sur le bûcher, Jeanne demanda qu'on place un crucifix devant elle pour qu'elle puisse le voir pendant son supplice. Cette demande fut accordée. Un moine tint le crucifix devant ses yeux pendant qu'elle brûlait. Les témoins rapportèrent qu'elle invoquait le nom de Jésus jusqu'à ce que les flammes et la fumée étouffent sa voix. Certains Anglais présents pleurèrent. Un soldat anglais, qui avait juré de rajouter du bois au feu, fut pris de convulsions après l'exécution et affirma avoir vu une colombe s'envoler des flammes. Cette histoire, probablement apocryphe, circula rapidement et contribua à la transformation de Jeanne en martyr. Le bourreau Geoffroy Terrage déclara plus tard qu'il ne pourrait jamais pardonner ce qu'on l'avait forcé à faire. Il craignait pour son salut éternel d'avoir brûlé une sainte. Cette culpabilité hanta de nombreux participants au procès. Jean Tressart, secrétaire du roi d'Angleterre présent à Rouen, s'exclama immédiatement après l'exécution : « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. » Ces remords individuels ne changèrent rien à l'événement, mais témoignaient du malaise moral qu'il provoquait. Les années suivant sa mort virent une réévaluation progressive de Jeanne. Les succès militaires français continuaient, suggérant que Dieu n'avait peut-être pas abandonné la cause pour laquelle elle s'était battue. La réconciliation avec la Bourgogne affaiblissait le camp qui l'avait condamné. Progressivement, l'opinion basculait. L'hérétique devenait martyr, la sorcière devenait sainte. Le procès en nullité de 1456 ne se contenta pas d'annuler le jugement précédent. Il renversa complètement la perspective. Jeanne n'était plus accusée, mais victime. Cochon et ses associés devenaient les coupables. Cette inversion narrative fut accomplie avec efficacité. Des dizaines de témoins attestèrent de la piété de Jeanne, de son obéissance à l'Église, de l'injustice de son procès. Le nouveau tribunal conclut que Jeanne avait été condamnée faussement par des juges corrompus pour des motifs politiques plutôt que religieux. Cette réhabilitation permit la construction d'un culte populaire. Des pèlerinages s'organisèrent vers Domrémy et Rouen. Des miracles furent attribués à l'intercession de Jeanne. Des prières lui furent adressées bien avant sa canonisation officielle. Le peuple la considérait déjà comme sainte. L'Église ne fit que ratifier cette dévotion des siècles plus tard. La maison natale de Jeanne à Domrémy devint un lieu de mémoire. Le village, qui aurait pu sombrer dans l'obscurité comme des milliers d'autres, acquit une renommée internationale.
Des visiteurs venaient du monde entier voir le berceau de la Pucelle. Cette sacralisation des lieux joanniques transformait la géographie physique en géographie spirituelle. Les pierres mêmes de Don Rémy devenaient reliques. L'iconographie de Jeanne évolua au fil des siècles. Les premières représentations, rares et maladroites, la montraient comme une guerrière masculine. Puis progressivement, les artistes féminisèrent son apparence tout en conservant l'armure. Au XIXe siècle, elle devint une jeune fille délicate en armure élégante, cheveux longs flottant au vent, combinant beauté et courage. Cette esthétisation répondait au canon romantique, mais s'éloignait de la réalité historique d'une paysanne aux mains calleuses et au visage probablement marqué par la vie rude. Les historiens du XXe siècle s'efforcèrent de déromantiser Jeanne sans la démystifier complètement. Ils insistèrent sur le contexte matériel, les conditions de vie dans un village médiéval, la brutalité de la guerre de Cent Ans, les réalités économiques et politiques derrière les grands événements. Cette approche permettait de mieux comprendre Jeanne comme produit de son temps, sans nier son exceptionnalité. Les études de genre appliquées à Jeanne produisirent des analyses fascinantes. Comment une société patriarcale intégra-t-elle une femme guerrière? En la désexualisant. Jeanne n'était acceptable que parce qu'elle renonçait à tout attribut féminin traditionnel. Elle ne séduisait pas, ne procréait pas, ne s'occupait pas du foyer. Elle devenait un être asexué, ni homme ni femme, une catégorie à part justifiée par sa mission divine. Cette exception confirmait la règle plutôt que de la remettre en cause. Après Jeanne, les femmes françaises n'eurent pas plus de droits qu'avant. Son exemple ne fut pas suivi. Pourtant, son existence même élargissait le champ des possibles imaginables. Si une paysanne pouvait commander des armées, alors les catégories sociales n'étaient peut-être pas aussi rigides qu'elles le semblaient. Cette brèche conceptuelle, même si elle ne produisit pas de changements immédiats, contribuait à long terme à éroder les certitudes sur l'ordre naturel des choses. La question de savoir si Jeanne était féministe avant l'heure n'a guère de sens. Le féminisme comme mouvement politique et intellectuel n'existait pas au XVe siècle. Jeanne ne contestait pas la subordination des femmes en général. Elle demandait simplement une exception pour elle-même, justifiée par sa mission divine. Elle ne voulait pas libérer toutes les femmes, mais accomplir la volonté de Dieu. Cette distinction est cruciale pour éviter les anachronismes. Néanmoins, son exemple inspirait inévitablement. Des générations de femmes qui se sentaient emprisonnées dans des rôles étouffants trouvaient en Jeanne la preuve qu'autre chose était possible. Christine de Pisan, poétesse contemporaine de Jeanne, écrivit un poème célébrant la Pucelle comme démonstration que les femmes pouvaient égaler les hommes en courage et en intelligence. Cette lecture proto-féministe de Jeanne commença donc dès le XVe siècle. Les nationalistes français firent de Jeanne leur icône par excellence. Elle incarnait tout ce qu'ils valorisaient: amour de la patrie, sacrifice personnel, pureté morale, défense du territoire contre l'envahisseur. Son histoire fournissait une narration nationale parfaite. Une France au bord du gouffre, sauvée par une héroïne providentielle, retrouvant sa destinée glorieuse. Cette narration simplifiait considérablement une réalité historique beaucoup plus complexe. Mais les mythes nationaux ne visent pas la complexité. L'extrême droite française récupéra particulièrement Jeanne. Le Front national fit d'elle son symbole principal, organisant des défilés annuels en son honneur. Cette instrumentalisation posait problème à ceux qui vénéraient Jeanne sans partager ses idéologies. Comment empêcher qu'une figure historique soit monopolisée par un camp politique? La réponse démocratique fut de réaffirmer que Jeanne appartenait à tous les Français, voire à toute l'humanité, et qu'aucun groupe ne pouvait s'en approprier l'héritage exclusivement. Les débats sur Jeanne reflètent les tensions de la société française contemporaine. Laïcité contre catholicisme, nationalisme contre universalisme, tradition contre modernité. Jeanne, figure malléable,
peut servir à justifier des positions opposées. Les laïcs célèbrent la citoyenne patriote. Les catholiques vénèrent la sainte mystique. Les nationalistes exaltent la défenseuse du territoire. Les universalistes admirent la rebelle contre l'autorité injuste. Toutes ces lectures coexistent, parfois pacifiquement, parfois conflictuellement. L'enseignement de Jeanne dans les écoles françaises a varié selon les régimes politiques. Sous la Troisième République laïque, elle figurait dans les manuels comme héroïne nationale, mais les aspects religieux étaient minimisés. Sous Vichy, elle devenait modèle de soumission à l'autorité et de piété. Après la Libération, on insistait sur sa résistance à l'occupant. Aujourd'hui, les manuels tentent une approche plus équilibrée, présentant les faits historiques tout en reconnaissant les multiples interprétations possibles. La canonisation de 1920 fut un événement complexe. Elle satisfaisait les catholiques français, mais irritait certains nationalistes anticléricaux qui ne voulaient pas voir Jeanne récupérée par Rome. Elle gênait aussi les protestants, mal à l'aise avec le culte des saints. Et elle posait des questions théologiques sur l'infaillibilité de l'Église. Comment une institution qui avait brûlé Jeanne pouvait-elle la déclarer sainte ? La réponse officielle, répétée ad nauseam, était que le tribunal de Rouen ne représentait pas l'Église authentique. Mais cette distinction sophistiquée ne convainquait pas tout le monde. Jeanne est aujourd'hui patronne secondaire de la France, avec Saint-Denis, Saint-Martin, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est aussi patronne des soldats, des télégraphistes, par association avec la communication rapide de messages, et curieusement, des prisonniers. Ces patronages reflètent différents aspects de sa vie et de sa légende. Son message, si tant est qu'on puisse en identifier un, reste ambigu. Obéissance à Dieu au-dessus de toute autorité humaine, amour de la patrie jusqu'au sacrifice, confiance en sa mission malgré les obstacles, résistance face à l'injustice. Chacune de ces interprétations trouve des fondements dans son histoire. Peut-être que cette polysémie explique sa longévité symbolique. Une figure univoque s'épuise rapidement. Une figure riche en contradictions et en potentialités multiples reste vivante à travers les siècles. Les lieux joanniques continuent d'attirer des visiteurs. Domrémy reçoit des milliers de pèlerins et touristes chaque année. Orléans célèbre les fêtes joanniques début mai, commémoration spectaculaire de la libération de la ville. Rouen, malgré le poids sombre de l'exécution, honore Jeanne avec une église moderne construite sur l'emplacement du vieux marché. Ces rituels mémoriels maintiennent Jeanne dans la conscience collective contemporaine. La recherche historique sur Jeanne n'est pas close. De nouveaux documents sont parfois découverts dans des archives. Des relectures critiques des sources existantes produisent de nouvelles interprétations. L'historiographie évolue avec les préoccupations de chaque époque. Les historiens du XXIe siècle s'intéressent à des aspects différents de ceux qui fascinaient leurs prédécesseurs du XIXe. Les sciences dures tentent aussi d'apporter leur contribution. Des analyses médicales des symptômes décrits suggèrent des pathologies possibles. Des études sociologiques examinent les mécanismes de charisme et de leadership. Des travaux en psychologie sociale analysent la dynamique de groupe qui permit à Jeanne de mobiliser des soldats. Ces approches multidisciplinaires enrichissent notre compréhension sans épuiser le mystère. Car au final, Jeanne reste mystérieuse. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qu'elle entendait vraiment, ce qu'elle pensait, comment elle vivait ses visions. Les sources nous donnent accès à une Jeanne filtrée par les greffiers, les chroniqueurs, les hagiographes, les polémistes. La vraie Jeanne, la personne réelle qui vécut et mourut au XVe siècle, demeure partiellement inaccessible derrière les couches de représentation accumulées. Cette inaccessibilité partielle n'est pas unique à Jeanne. Toute figure historique distante de plusieurs siècles nous échappe en partie. Mais avec Jeanne, l'écart est particulièrement frappant parce que son histoire est si extraordinaire qu'elle semble mythique même quand on s'efforce de la dépouiller de ses embellissements.
Une adolescente illettrée qui change le cours d'une guerre centenaire défie notre sens de la probabilité historique. Notre rationalisme moderne préférerait que les grandes transformations historiques résultent de forces structurelles impersonnelles plutôt que d'interventions individuelles quasi miraculeuses. Pourtant, Jeanne arriva. Elle libéra Orléans. Elle fit sacrer Charles. Elle fut capturée, jugée, brûlée. Ces faits sont indéniables, attestés par de multiples sources concordantes. L'histoire doit les intégrer, même s'ils perturbent nos schémas explicatifs habituels. Peut-être que l'inconfort intellectuel que Jeanne provoque est précisément ce qui la rend précieuse. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas entièrement prévisible, que des contingences individuelles peuvent infléchir des trajectoires collectives, que le monde reste ouvert à l'improbable. 7 siècles après sa naissance, Jeanne d'Arc continue de fasciner, d'inspirer, de diviser, de questionner. Elle appartient simultanément à l'histoire et au mythe, à la France et au monde, au passé et au présent. Paysanne devenue guerrière, mystique devenue politique, hérétique devenue sainte, elle traverse les catégories sans s'y laisser enfermer. Son histoire nous parle encore parce qu'elle touche à des questions fondamentales. Le courage face à l'adversité, la fidélité à sa vocation malgré l'incompréhension, le sacrifice pour une cause qui nous dépasse, la possibilité qu'un individu ordinaire accomplisse l'extraordinaire. Peut-être que ce qui rend Jeanne éternellement actuelle n'est pas tant ce qu'elle fit que ce qu'elle représente. L'espoir dans les situations désespérées. La voix de la conscience contre l'opportunisme politique. La pureté de l'intention dans un monde de compromis. Ces valeurs ne sont jamais complètement réalisées, mais jamais complètement éteintes non plus. Tant que des hommes et des femmes chercheront à donner sens à leur existence en se dévouant à quelque chose de plus grand qu'eux, Jeanne d'Arc restera une référence, un modèle, un défi, une inspiration. Sa mort à 19 ans, aussi tragique fut-elle, garantit paradoxalement sa pérennité symbolique. Elle ne vieillit jamais. Elle ne connaît pas le déclin, les compromissions de l'âge mûr, les désillusions de la vieillesse. Elle reste éternellement jeune, ardente, convaincue. Cette jeunesse préservée par la mort fait d'elle une figure idéale pour incarner l'éternelle jeunesse des idéaux, qui ne flétrissent que si on les abandonne. L'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas close. Chaque génération la réécrit selon ses propres préoccupations. Les générations futures découvriront probablement en elle des aspects que nous ne voyons pas encore. De nouvelles questions seront posées, de nouvelles réponses seront proposées. Le dialogue avec Jeanne continue, car l'histoire n'est jamais un simple récit du passé, mais toujours aussi une interrogation sur le présent et une projection vers l'avenir. Dans les siècles à venir, quand nos certitudes actuelles paraîtront aussi désuètes que celles du Moyen-Âge nous semblent aujourd'hui, Jeanne sera encore là. Peut-être méconnaissable sous de nouveaux vêtements interprétatifs, peut-être réduite à une simple note de bas de page dans des manuels d'histoire galactique, ou peut-être redécouverte avec une intensité renouvelée par des civilisations ayant leur propre raison de s'intéresser à elle. Quelle que soit la forme de sa survie, il est probable qu'elle survivra. Car les histoires vraiment puissantes ne meurent jamais complètement. Elles se transforment, se métamorphosent, s'adaptent, mais persistent à travers le temps, portant toujours quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. L'histoire de Jeanne d'Arc porte cela. La capacité d'un individu à transcender ses limites, à accomplir l'impossible, à changer le monde malgré son impuissance apparente. Ce message résonne aussi fortement aujourd'hui qu'il résonnait au XVe siècle. Et il résonnera probablement encore dans des siècles, tant que l'humanité s'interrogera sur le sens de l'action, le poids des individus dans l'histoire et la possibilité du miracle
au cœur même de la contingence historique. Voilà pourquoi nous continuons de raconter l'histoire de Jeanne d'Arc. Non pas parce qu'elle nous donne des réponses définitives, mais parce qu'elle pose des questions qui n'ont pas de réponse définitive. Que vaut une vie humaine? Qu'est-ce qu'accomplir sa destinée? Comment distinguer le fou du visionnaire? Quand la désobéissance devient-elle un devoir? Ces questions traversent les siècles, changeant de forme mais jamais de substance. Et tant qu'elles se poseront, l'histoire d'une jeune paysanne qui entendit des voix et changea le cours de l'histoire restera pertinente, troublante, inspirante.